Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Deuxième semaine du procès Saranoui en correctionnel, la Cour s'est penchée sur le séjour de plusieurs mules à Tijuana, au Mexique, dont font partie Tiahanit Singh ou encore Tamanui Fatouma. Près de 300 élèves de l'Université de la Polynésie seraient en situation de précarité, selon une enquête réalisée par l'association Avenir Étudiant. Nous verrons le cas de Hayata, une étudiante boursière qui, avec un budget restreint, arrive malgré tout à s'en sortir. À J-4 de la journée mondiale de la vue qui sera célébrée en Polynésie ce jeudi, plein phare sur Koko Hawata, atteint de cécité depuis l'âge de 40 ans. Un handicap qui ne l'empêche pas de vivre pour autant, vous allez le voir dans un instant. Le référendum en Nouvelle-Calédonie, le non à l'indépendance l'a emporté pour la deuxième fois et malgré tout, vous allez le voir, les loyalistes ne souhaitent pas un troisième référendum. Enfin, focus sur des ingénieurs en herbe du lycée de Tarabo qui ont réalisé, à l'occasion de la fête de la science, des maquettes d'habitation alimentées par de l'énergie renouvelable. Mais d'abord, le procès Saranoui se poursuit au tribunal correctionnel de Papeete. Vous le savez, 25 personnes comparaissent à la barre dans le volet international de l'affaire. Tous sont soupçonnés d'avoir participé de près ou de loin à écouler 40 kilos d'ice en Polynésie. Ce lundi, le tribunal s'est penché sur le séjour de plusieurs mules à Tijuana, au Mexique. James O et Jacques Damour. La première personne à se présenter à la barre est Tiahanit Singh, un cousin de Tamato Alfonsi. Il lui est reproché d'avoir servi de nourrice. Il était chargé notamment de récupérer l'argent et de le remettre à Alfonsi. Devant les juges, il assure l'avoir fait pour rendre service et qu'il ne s'est pas enrichi. L'appât du gain, c'est au contraire ce qui a motivé le deuxième prévenu, Tamanui Fatouma, greffeur de nacre de formation, n'a pas un sou en poche lorsqu'il décide de rentrer en contact avec Alfonsi via les réseaux sociaux. Les deux hommes se sont rencontrés à Tijuana au Mexique en septembre 2018. Le troisième prévenu, Baptiste Poussé, est présenté par son avocat comme une victime. Il a vécu l'enfer, c'est vrai, à plusieurs titres. D'abord parce qu'il était extrêmement malheureux, étant à l'époque toujours sous l'emprise de l'ICE, et donc complètement dépendant de ses fournisseurs, mais également parce qu'il essayait de s'intégrer dans ce milieu auquel il n'a jamais réussi à appartenir vraiment. Et pour ce faire, il était prêt à tout, à faire n'importe quoi. Et donc, on lui a fait faire n'importe quoi. Dans l'après-midi, Andrew Ihor a été lui aussi confronté à ces déclarations qui ont évolué depuis sa garde à vue. De forte corpulence, il a été présenté comme le garde-corps d'Alfonsi, ce qu'il réfute fermement. Et on a eu une impression de caïd aussi. C'est l'impression qu'il peut donner. Pourquoi ? Parce qu'il est costaud, il est carré, c'est un gars, effectivement, mais je crois surtout que c'est quelqu'un qui était aussi impressionné par l'enjeu, par les débats, et ce qui peut apparaître comme de la rudesse, c'est aussi certainement une forme de timidité et de retrait. Le dernier prévenu interrogé est lui toujours en détention provisoire. Il est reproché à Christian Boyer d'avoir notamment importé pour 7 millions d'ice au Fénois. Gros consommateur, il a justifié ses actes par son besoin insatiable de méthamphétamine. Et puis le soulagement pour une vingtaine de passe-points bloqués sur le Fénois depuis le confinement. Après plus de 7 mois d'attente et de sollicitation des autorités chiliennes, ils prendront jeudi l'A400M mis à disposition par l'État pour rentrer chez eux. À son retour, l'avion militaire va rapatrier une quinzaine de Polynésiens également bloqués à Rapa Nui depuis le début de la crise du Covid-19. Et les chiffres ne font qu'augmenter avec à ce jour 2228 cas de Covid-19 cumulés, dont 450 toujours actifs, alors que le nombre d'hospitalisations est passé à 36. Un 9e décès est confirmé ce lundi. Et vous aussi, pour protéger vos proches, n'oubliez pas les gestes barrières comme le port du masque et la distanciation physique. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et évitez de vous serrer la main. En cas de doute sur votre état de santé, appelez le 40 45 50 00 ou le 15 uniquement en cas d'urgence. Je vous le disais en titre, selon une étude publiée par l'association Avenir Étudiant, le coût de la rentrée à l'Université de la Polynésie s'élève en moyenne à 155 000 francs pour un étudiant.
Un coût qui se calcule donc en fonction de nombreux paramètres et peut varier de 27 500 pour un boursier de Tahiti à plus de 400 000 francs pacifiques pour un jeune marquisien. À cela s'ajoute le loyer, la nourriture et les charges d'électricité. L'association qui estime à 300 le nombre de jeunes étudiants en grande précarité. Et nous vous proposons ce soir de suivre Hayata, une jeune fille qui s'estime privilégiée car elle dispose d'une bourse qui lui permet tout de même de faire face à ses dépenses. Mais attention, pas question de se relâcher. Son budget est bouclé au franc près. Brigitte Olivier, Maroukiduri. Parlons argent tout de suite, puisque ce méchant mot rime avec étudiant et qu'il en est la principale préoccupation. La grande majorité des étudiants polynésiens ne sont d'ailleurs pas financièrement à l'aise. Hayata, par exemple, perçoit une bourse de l'État de 55 000 francs. Son enveloppe nourriture est super restreinte. Par mois, je fais des courses de 20 000 francs. Ça suffit. Après, il m'arrive de me faire plaisir, d'aller aux roulottes avec les amis, de m'acheter un vêtement, mais ça va, c'est faisable. Alors, qu'est-ce que tu fais comme course surtout? Je vois que tu as beaucoup de produits secs. Oui, c'est parce que c'est plus facile à stocker et c'est moins cher. J'ai de la soupe, du riz, des pâtes. Les pâtes, c'est vraiment le truc des étudiants. Dans la cuisine communautaire de son logement sur le campus, elle prépare donc 2 fois par jour des repas qui ne sont pas très équilibrés. Mais elle ne se plaint pas de ce quotidien. Elle en connaît qui sont bien moins nantis qu'elle. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont été SDF parce qu'ils n'ont pas la bourse. Les parents ne peuvent pas se permettre de payer un logement privé. Et parce qu'ils sont non boursiers et que, soi-disant, les parents gagnent bien, n'ont pas eu leur logement ici ou dans le parc ASPF. Sa chambre, elle la partage avec une autre étudiante. Pas d'internet ici, donc un poste de dépense en plus, car ces derniers mois, certains cours ont été dispensés par visioconférence. Originaire de la presqu'île, elle se considère comme chanceuse par rapport à ses camarades, presque tous venus d'archipels éloignés. Ces années de campus, elle les vit comme une étape obligatoire avant un avenir plus facile. C'est un sacrifice, en même temps c'est un investissement dans le sens où il faut payer des choses à la rentrée, il faut payer des choses aussi au courant de l'année, parce que rien n'est gratuit, on ne va pas se mentir. Hein. Tu demandes à tes parents de l'aide de temps en temps? J'évite parce qu'on est déjà 5 et c'est déjà assez lourd. Mon papa est le seul à travailler. Hayata œuvre aussi au sein de l'association Avenir étudiant pour alerter les autorités sur la grande précarité de 250 à 300 étudiants polynésiens. Elle travaille aussi avec ses camarades sur le projet d'une épicerie solidaire qui devrait ouvrir dans quelques semaines. Voilà, courage aux étudiants qui sont dans cette situation. Et à J-4 de la Journée mondiale de la vue, c'est l'occasion pour nous de nous intéresser aux personnes atteintes de cécité. On n'en parle jamais assez. Ils sont près de 500 aveugles et malvoyants en Polynésie. Une invalidité qui peut frapper à tous les âges. C'est le cas de Koko Hawata. Il a perdu la vue il y a 23 ans à la suite d'une tumeur hypophysaire décelée tardivement. À aujourd'hui 63 ans, rien ne l'arrête. C'est une rencontre signée Hayata Buluk et Patita Savia. Ça, c'est le 5e, 2, 4, 5, 6e. Voilà, on passe au navet. Koko choisit lui-même ses légumes. Il ne les voit pas, mais il perçoit bien la fraîcheur des produits qu'il achète. Quand je touche, la carotte elle est ferme, c'est bon. Et la taille, les navets, sans ou les navets. 2 fois par semaine, Elena, son auxiliaire de vie, l'accompagne dans ce supermarché. Koko a ses habitudes. C'est moi les yeux. Change-moi ça. Donc, Encore un autre. hein, c'est tout. T'aimes pas? Là. Il a perdu la vue à l'âge de 40 ans, alors qu'il était maître d'hôtel à Mouria. On lui a décelé une tumeur à l'hypophyse, ce qui a provoqué des troubles de la vue. Mais cela n'a pas arrêté la vie de Koko. Si on perd la vie aujourd'hui, il ne faut pas se mettre dans la tête qu'on peut tout régler les problèmes et il faut s'affoler. Non. Tu commences par le premier et tu termines par le dernier. Venir faire ses courses est l'occasion pour lui de faire du sport. Il lui faut une bonne demi-heure de marche pour rejoindre son domicile. Arrivé à son studio au fond de la vallée de Hamuta, Koko connaît les moindres recoins de son espace de vie. Il range lui-même ses courses. C'est gentil pour tout le monde de venir ranger pour nous les aveugles, mais après quand on veut trouver quelque chose, on est obligé de galérer pendant des heures. Et ça, c'est pas bon.
Tu vis tout seul ici? Oui, oui, oui. Je dépose le là, hein, à côté du four, comme tu m'as dit. Oui, oui, oui. Les bananes, Coco. Je cherche pas. Les bananes, je les mets dans le frigidaire. Non, alors. les bananes, tu mets à côté, c'est pour manger avec le vin. Yes. Je fais le ménage, je fais son main, et ben, nettoyage. Mais il m'a l'air autonome, Coco. Oui, très autonome. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Elena assiste le non-voyant 2 heures tous les jours de la semaine et quand elle n'est pas là, il s'occupe comme il peut. Je peux écouter les informations, je peux écouter tout ce qui se passe à la télé, comme par exemple les reportages sur Arte, quand il y a des reportages. Sinon, je ne suis jamais là, je suis toujours occupé. Nana. Coco a 10 enfants adoptifs qui lui rendent visite de temps en temps. Et malgré sa cécité, il voit sa vie d'un bon œil. Voilà un bel exemple de courage et de détermination. Les Calédoniens l'attendaient depuis longtemps. Le non à l'indépendance l'a emporté pour la 2e fois. Mais au lendemain de ce référendum, la progression du oui semble raviver les dissonances au sein des camps loyalistes. Une chose est sûre, tout le monde semble d'accord pour éviter un prochain référendum. Angela Palmieri. Malgré une Nouvelle-Calédonie qui reste française pour la 2e fois, l'ambiance était plutôt à la déception au sein du QG des loyalistes unifiés, sans Calédonie ensemble bien sûr. Plus que le score de près de 3000 voix supplémentaires pour le camp non indépendantiste, c'est la progression du oui qui alimentait les conversations. Et désormais, l'idée de s'orienter plutôt vers une solution de projet de société à la place d'un 3e référendum couperé semble donc définitivement acquise. Nous considérons qu'il n'y a pas lieu encore d'opposer nos populations, comme on vient de le voir par 2 fois, une 3e fois, et qu'il y a lieu que les responsables politiques se mettent autour de la table pour rassembler l'ensemble de notre population dans toutes ses composantes et trouver une solution qui respecte à la fois la démocratie, mais surtout aussi qui donne sa place à chacun. Donc c'est ça que nous souhaitons aujourd'hui, et nous espérons que ça sera entendu à la fois par l'État et par nos camarades du camp indépendantiste. Oui au dialogue avec les indépendantistes pour tenter de trouver une solution commune pour l'avenir, mais pas à n'importe quel prix, rappelle le camp loyaliste, qui reste ainsi dans l'esprit de sa campagne électorale. On vit dans un pays qui n'est pas démocratique, qui ne l'est plus, où il y a des gens qui sont là depuis des dizaines d'années, où il y a des gens qui sont nés dans ce pays, à qui on refuse de devenir citoyen de ce pays, à qui on veut maintenant refuser d'avoir accès à l'immobilier. Et demain, ce sera quoi? Les droits sociaux peut-être. Nous nous battons pour que cela cesse. Au QG de Calédonie Ensemble, la victoire du non n'a pas non plus rempli les cœurs de joie et la progression du oui a aussi soulevé une vague de reproches à l'encontre des autres partis loyalistes. Ceux qui, dans le camp non indépendantiste, ont pris la responsabilité de demander ce 2e référendum, portent ce soir une responsabilité au regard du tassement, de la réduction de l'écart qu'il y a entre le oui et le non. Et puis je crois aussi que la campagne électorale qui a été menée ces derniers mois a été trop agressive. Au lendemain du 2e référendum, les dissonances dans le camp de la Calédonie dans la France existent donc toujours. Mais néanmoins, tout le monde semble parler d'une même voix lorsqu'il s'agit de dénoncer, je cite, l'abandon de l'État, dont la présence a été jugée comme étant quasi inexistante au cours de ces derniers mois. Sébastien Lecornu a d'ailleurs réagi sur France Inter par rapport aux résultats du référendum. Pour le ministre des Outre-mer, la victoire donc du non à l'indépendance garantit une paix civile. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est grave, c'est que c'est un processus de paix que nous jouons là. Ce qui est grave, c'est un processus original, singulier, peu banal, de décolonisation à la française, reconnue par les Nations Unies. Et on se rappelle tous des événements d'Ouvéa, on se rappelle de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Djibaou. Et donc effectivement, ce processus-là n'est pas un processus banal parce qu'il vient garantir une paix civile et une expression démocratique. Et donc c'est cela que nous jouons effectivement. Pourquoi les écarts se resserrent? On aura le temps de regarder cette affaire de près, mais peut-être pour une raison simple, c'est que cette question binaire entre le oui et le non, pour l'accession à l'indépendance ne répond pas à toutes les questions. Sébastien Lecornu doit d'ailleurs se rendre prochainement sur le Caillou pour discuter du résultat de ce 2e référendum. Pourquoi et dans quelles conditions sanitaires? Car le Caillou est exempt de Covid. C'est ce que nous explique William Cromwell depuis Paris.
C'est à la demande du chef de l'État et du Premier ministre que le voyage a été enclenché, mais l'idée était dans l'air depuis la semaine dernière lorsque le Premier ministre a évoqué la réunion du comité des signataires au lendemain du référendum lors des questions au gouvernement. Et le fait est que le résultat de ce référendum a quelque peu précipité les choses, sans parler des critiques qui ont fusé du camp indépendantiste comme non indépendantiste au soir même du référendum. Pour renouer au plus vite les fils de la discussion, Sébastien Lecornu se soumettra à la 14e dès son arrivée à Nouméa, mais elle sera aménagée pour lui permettre des rencontres bilatérales avec les partenaires calédoniens. À l'issue de cette 14e, le ministre des Outre-mer prolongera son séjour encore une semaine pour cette fois de véritables rencontres de terrain. Retour en Polynésie avec une religion qui a fêté l'an dernier ses 100 ans d'existence aux Marquises. L'église adventiste organisait une mission à Ouapo. Le président de cette église, justement, Roger Tétouanouy, a fait le déplacement en personne, à la fois pour installer le nouveau bureau en présence du maire de l'île, Joseph Kaiha, le président qui a ensuite procédé au baptême par immersion, ce qui est rare, de 2 nouveaux fidèles de l'église de Hakahetau, avec des fidèles de Ouapo, mais aussi quelques membres venus de Nukuhiva, des images de notre correspondant Lionel Tehamwana. Direction l'île voisine de Nukuhiva, où la fermeture en début d'année de l'unique école de danse Manahaka a laissé bien des élèves sans aucune occupation. Une bande de 6 copines passionnées de danse marquisienne ont donc décidé de monter une association et une nouvelle école baptisée Kanahau Ori, ouverte depuis la semaine dernière. L'école propose ses cours du lundi au vendredi à 16h30 sous le préau de Patoa à Taiohae pour danseuses débutantes ou confirmées. Comme vous pouvez le voir, l'école remporte déjà beaucoup de succès avec déjà une 60aine d'élèves et les inscriptions sont toujours ouvertes. Les explications de Hina Courteau, la présidente de cette école. Celles qui sont intéressées peuvent venir. Donc on essaye de vous donner des bases dans le Ori Tahiti à partir de ce qui existe sur Tahiti, mais on propose également, et ce qui est important, des heures de Hakaman, puisque c'est quand même la base de la danse marquisienne ici à Nukuhiva et on y tient. Voilà Hina Courteau qui était au micro de Marie Curva. Une information pratique maintenant dans ce journal. Vos fréquences TNT donc de vos télévisions changent demain pour l'île de Tahiti et mardi prochain pour l'île Sœur. Pour Tahiti, c'est la zone allant de Fa'a à la pointe de Mara'a, Paea. Et pour Moorea, la zone de Te Avaro à Piaena. Si vous avez une antenne râteau, il vous faudra donc faire une nouvelle recherche des chaînes. Vous trouverez les détails sur le site internet de Polynésie La Première. Et pour clore ce journal, voyons ce que les élèves ont inventé sur le thème de l'interaction entre l'homme et la nature. Un thème très vaste pour cette 29e édition de la Fête de la Science, avec le concours du ministère de la Recherche et de l'Innovation. Au lycée de Taravo, les élèves n'ont pas manqué d'imagination pour réaliser des maquettes d'habitation écolo du futur. Sandroli et Hiro Terorotua. Comment récupérer l'électricité puis stocker dans cette maison? Ici, Evans a construit une maquette de maison en utilisant de l'énergie renouvelable. Sur les côtés de la maison, nous avons mis des pierres pour garder la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Sur le haut, des panneaux pivotants servant à évacuer l'air chaud de la maison. Nous avons mis un panneau solaire sur le dessus qui sert à allumer la lumière de la maison, qui est stocké dans une batterie qui se situe ici. Dans cette classe, ces apprentis chercheurs ont travaillé sur le système de recyclable zéro déchet, la fabrication de l'huile de coco vierge et ont porté un intérêt particulier à la chimie. C'est très simple. Le liquide qui est à l'intérieur va bouillir, va passer ici et grâce à cette eau fraîche, va refroidir et redevenir un liquide avec une odeur assez particulière qu'on aura définie grâce aux herbes aromatiques qu'on met à l'intérieur. La Fête de la Science est non seulement l'occasion de présenter au grand public les travaux effectués par des scientifiques, chercheurs, enseignants et acteurs économiques de la vie locale, mais aussi de susciter chez les plus jeunes de la curiosité à l'égard des carrières scientifiques. Aujourd'hui, la société Maramanui et EDTNJ arrivent à fournir 40% des énergies renouvelables sur l'île de Tahiti. L'eau de la rivière est stockée grâce à un barrage et permet la production de l'énergie hydroélectrique. Il arrive que l'on rencontre dans ces cours d'eau des anguilles, ces animaux de légende sacrée, synonymes de vie. Herehia est chargé de les répertorier et de les guider dans leur environnement.
Madame Anouilh était soucieuse de savoir est-ce que ces aménagements ont un impact sur la vie des rivières en fait. Donc c'est pour ça qu'elles ont réalisé des études, 2 études spécialement d'abord à Behiria et ensuite elles voulaient s'attaquer à la plus grande vallée, donc Papineau. C'est pour ça que justement elles m'ont engagée pour évaluer cet impact. Demain mardi, l'association ProSciences sera au collège de Punavia pour d'autres animations pédagogiques. Voilà, la fête de la science, c'est jusqu'au 12 octobre. Avant de nous quitter demain en radio, l'invité café sera Teanini Tematahotoa. Il viendra nous parler des événements liés à Octobre Rose et la lutte contre le cancer. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Donc je vous rappelle l'information principale. Près de 300 élèves de l'Université de la Polynésie seraient en situation de précarité, selon une enquête réalisée par l'association Avenir Étudiants. Une étude qui pointe également du doigt le coût de la rentrée à l'UPF qui s'élève en moyenne à 155 000 francs. À la une de vos quotidiens demain, la dépêche titre sur ces jeunes qui sont l'avenir de l'agriculture. Et pour Tahiti Info, plein phare sur un autre référendum. Mais ici en Polynésie, c'est ce que souhaite Oscar Temaru. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Restez avec nous pour votre magazine Bleu Océan, suivi de Patitifa avec ce titre Tahiti, l'invention du paradis. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet